Tout le monde m'entend bien, ça va? Impeccable, ok. Donc je suis le CEO de Stello. Voilà, je suis hyper content de vous accueillir dans ce lieu un peu insolite. Donc je remercie Max et ses équipes de nous accueillir. On va cheminer toute la journée ensemble. Donc c'est une première édition. Donc merci de contribuer à cette première édition de la Cordée 2022. C'est un grand moment pour nous et c'est complètement en résonance avec l'ADN de Stello. Donc je vous dis quelques mots sur Stello. On est une plateforme d'assurance en ligne 100% dédiée aux entrepreneurs, avec comme ambition de vous faciliter les démarches qui sont souvent lourdes et complexes, et surtout de vous aider à comprendre vos risques. Parce qu'on a oublié un truc, c'est que quand on prend une assurance, avant, c'est pour se couvrir d'un risque. Et bien souvent, quand on est tout seul, on ne connaît pas ces risques. Donc nous, on est là d'abord pour vous coacher sur cette partie-là. Et puis, on a en nous, évidemment, une mission. C'est celle du coup En tout cas, on a un parti pris, c'est de considérer que les hommes et les femmes qui entreprennent sont des aventuriers. Donc vous aurez bien compris que tout ça est assez cohérent avec l'endroit où on se retrouve et toute la thématique qu'on souhaite explorer, parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont très intéressants dans la vie d'un entrepreneur, dans le chemin d'indépendance qu'on se choisit et de tous les risques qu'on peut avoir, mais aussi de toutes les opportunités. Alors l'accordé, évidemment, quand j'ai repris la petite définition, ce sont des alpinistes qui décident de se lier les uns aux autres pour faire une ascension. Donc c'est un peu ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. On va faire un chemin. Donc le programme de la journée, je vais vous le dérouler. Voilà, vous l'avez sous vos yeux. Donc on va commencer par un premier talk avec Clément à ma gauche. Comment développer son business et trouver ses clients. Thématique ô combien importante. Après, on va aussi chercher à comprendre comment se vendre, comment estimer sa valeur, fixer son prix et closer efficacement, parce qu'on est là pour faire du business. Le personal branding, c'est un grand sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui est très émergent et très important pour les uns et les autres. Donc on aura la chance aussi d'avoir des intervenants de grande qualité pour vous accompagner sur cet atelier. On aura un petit lunch en milieu de journée. Vous allez avoir aussi de la grimpe libre pour ceux qui souhaitent s'y essayer. Et puis, on aura un atelier qui va s'occuper un peu plus de la santé mentale des indépendants, des entrepreneurs, parce qu'on ne prend pas assez de temps pour soi. Donc, le business, c'est bien, mais l'équilibre privé-pro, comment on fait pour éviter le surmenage, etc. Et donc, on a la chance d'avoir un coach qui va venir prendre du temps pour vous accompagner sur cette thématique, parce que nous, on a repéré que souvent, il y a un peu le syndrome du super-héros, et quand on est indépendant, on se dit « je suis jamais malade, je peux travailler 60 heures par semaine, tout va bien ». C'est pas vrai. Donc, on sera coaché là-dessus. Et puis, vous aurez aussi des ateliers en sous-groupe, pour ceux qui le souhaitent, d'activités un peu différentes, de yoga, de coaching individuel qui vous seront proposés, toujours avec le coach dont j'ai parlé, et de cours de grimpe, évidemment. La clôture de cette journée sera sur une ouverture sur une quête de sens et avec une question: entreprendre pour changer les choses, est-ce encore une option? Et là aussi, on sera content de mener ensemble cette réflexion avec des intervenants qui sont un peu des pionniers sur ce sujet. Et clôture de la journée avec un apéro à 18h30 et puis évidemment, on pourra continuer à grimper pour ceux qui le souhaitent. Donc cette journée, c'est la vôtre. Elle est 100% dédiée vraiment à vous qui êtes venus, à vous qui êtes en ligne aussi, parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits en ligne. Donc, pour faire que cette journée soit un succès, on a besoin de vous. On a aussi besoin que vous nous interpelliez, que vous nous posiez des questions, que vous interpelliez nos intervenants pour que cette journée soit riche. Et on la veut aussi riche de contacts entre vous. Parce que ce qui est clair, c'est quand on entreprend, on est souvent trop seul. Et la solitude, c'est une forme de liberté, mais nous, on pense qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'appeler cet événement l'accordé, parce que le lien, il n'y a finalement rien de plus fort. Et puis aussi parce que quand on décide d'être indépendant, en fait, il n'y a pas vraiment de cursus, il n'y a pas d'école qui vous apprend à être le parfait indépendant. Et donc, nous, on pense que échanger des expériences, des savoirs que vous pouvez actionner demain dans vos entreprises, dans votre business, c'est essentiel, et c'est en tout cas ce qu'on veut ouvrir comme tribune aujourd'hui pour vous. J'essaye de ne pas oublier dans tous mes petites informations. Donc, oui.
a priori, on serait 2300 entrepreneurs inscrits aujourd'hui, donc c'est génial. Les thématiques, je les ai évoquées. Ce soir, on fera la fête. Et puis, évidemment, vous allez voir tout au long de la journée des bonnes étoiles, parce qu'en fait, nous, notre slogan chez Stellos, c'est on aimerait devenir la bonne étoile des pros. Donc voilà, la présence bienveillante qui est là à vos côtés. Voilà, vous cheminez, vous savez où vous voulez aller, mais nous, on est là pour vous aider et sécuriser votre aventure. Donc, vous allez avoir tous les membres de notre équipe avec des suites verts. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement, ils sont là à votre service pendant toute la journée. Pour commencer, on va briser la glace. Donc, on va poser une petite question. Je ne vais pas vous faire tous bouger parce que vous êtes bien installés. À main levée, vous allez me dire, on va essayer de savoir qui est solopreneur, donc qui entreprend tout seul. Ok. Qui a des salariés? Ok. Pourquoi on fait ça aussi? Parce que c'est important de vous repérer les uns les autres. C'est aussi du networking. Vous allez pouvoir échanger dans des temps de pause, etc. Et c'est important aussi que vous puissiez identifier qui est qui. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs solo aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le premier talk. Et évidemment, ça commence très bien sur la thématique de l'imprévu, puisque notre premier intervenant, on avait une table ronde avec Clément et Fabien. Et Fabien n'est pas là. Voilà. Donc, il est coincé dans le RER. Il n'est pas là avant... il va rater le talk, quoi, voilà. Donc, tant pis pour lui. On va essayer de combler. Mais je ne doute pas que Clément va pouvoir attaquer ce premier versant de la journée avec comment développer son business et trouver ses clients. Je te présente juste 2 secondes. Donc, tu es entrepreneur d'une entreprise qui s'appelle Rocket for Sales. Tu es le fondateur. Tu es expert en business développement, entre autres. Et toi, tu as beaucoup de salariés. Je crois que vous êtes... 17 aujourd'hui. 17 aujourd'hui. Très bien. Donc, let's go. Et puis, on prendra aussi les questions en ligne. L'objectif, c'est que ça soit interactif. En tout cas, merci beaucoup d'être venus si nombreux dès ce matin. Alors, bonjour à tous. Je suis Clément Martin, donc le fondateur de Rocket for Sales. Donc, on devait être un binôme avec Fabien, qui est plutôt le solopreneur, et moi, celui qui a monté une boîte avec plusieurs salariés. Je tâcherai d'être pragmatique et donner des tuyaux, même aux solopreneurs. On va essayer d'être le plus utile ce matin. Et donc pour me présenter et pour présenter la société, donc Rocket for Sales, c'est quoi? On a monté un concept de recrutement inversé. Donc c'est un cabinet d'agents, de commerciaux appliqués à la tech. Alors ça veut dire quoi? C'est pas forcément du recrutement. Nous, notre métier, c'est d'identifier des bons commerciaux dans l'écosystème tech et de les suivre, de les accompagner et de bâtir avec eux leur stratégie de carrière. Et donc du coup, pourquoi on en est arrivé là? En fait, tout simplement parce que c'est un peu mon histoire. J'ai fait une dizaine d'années de commercial dans la tech. Et je marchais bien, j'ai démarré dans le service, après je suis passé chez LinkedIn pour ouvrir le marché français sur une offre. Et passé LinkedIn, où je marchais bien, je me suis planté. Je me suis planté à 2 reprises. J'ai pris les sociétés qui n'étaient pas les bonnes pour moi, pour diverses raisons. Et c'est pour ça que j'ai monté la société, sur comment ne pas faire ce que j'ai fait et aider les gens à prendre les bonnes décisions dans leur carrière. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, qui est-ce qui est dans la tech ici? Ouais, il y en a quelques-uns quand même, il y a peut-être un petit tiers. En fait, dans la tech, en fait, c'est un peu comme dans le foot, on joue la Ligue des Champions tous les ans, et faire un pas de trop peut avoir un impact dans sa carrière. Donc du coup, d'où l'importance de prendre les bonnes étapes. Donc voilà ce qu'on fait. On est 17 et maintenant on a structuré. Il y a différentes équipes, etc. Donc voilà. On a un pro total, hein. Enfin pas toi, mais moi. Donc on va commencer. Ouais. Donc l'idée d'aujourd'hui. Alors, ouais, voilà, si, c'est bon. Ouais, voilà, mais c'est très bien. C'est bien toi, c'est bon. C'est bon.
L'idée de cette session, c'est de vous parler des différentes étapes, de vous donner les tuyaux que on m'a donné ou j'ai découvert au fur et à mesure de la création de la société. Et c'est des étapes assez importantes pour les solopreneurs, même ceux qui montent des sociétés avec des salariés, où c'est crucial. C'est crucial pour faire en sorte que vous passez la barrière des 2 ans, des 3 ans. Moi, j'en vois beaucoup dans la partie commerciale qui se mettent en indépendant et passer 2 ans, en fait, ils n'ont pas franchi un cap et donc du coup, ils ont loupé certaines étapes. Donc l'idée, c'est de vous donner des tuyaux qui m'ont permis de grandir et de faire en sorte que la société décolle par la suite. Ouais. Ah mais ça y est. Ouais. Alors, on n'a pas les slides en là. Tac, c'est bon. Si. Donc voilà. Donc l'idée, déjà, ça part d'une chose simple, c'est définir son offre. Je parle de ça, pourquoi ? Parce que quand j'ai monté la société, j'avais une idée en tête. Oui, on va faire de l'outsourcing de commerciaux dans la tech. Donc mettre comme une société de service, une SS2I, une ESN, des commerciaux à disposition des sociétés. Mais très vite, je me suis aperçu que cette offre-là, je ne pouvais pas dédier cette offre aux meilleurs commerciaux, parce que les meilleurs commerciaux touchent des salaires tellement importants qu'ils ne peuvent pas se mettre en indépendant et ils n'ont pas d'intérêt à le faire aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai challengé mon offre, ça a permis de définir l'offre. Et le point important qui était derrière ça, c'est que je la rendais complexe. Il y avait plein de possibilités, plein de tarifications possibles, etc. Et l'idée, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'était de simplifier au maximum cette offre de service en la clarifiant, en le faisant une seule proposition de valeur et accessible auprès de votre cible. Alors, ce point-là, il est super important dans le sens où souvent, on a une vision, une idée en tête, mais votre cible n'est pas prête à l'entendre. Et donc, du coup, c'est souvent ceux qui arrivent trop tôt sur le marché et qui forcent le trait, mais en fait, le marché ne prend pas. Et ça, c'est important, au travers de vos discussions, de comprendre l'appétence du marché, de vos interlocuteurs, de vos clients, sur cette partie-là. Pourquoi ? Parce que le but, c'est in fine, c'est de générer du chiffre d'affaires qui va vous permettre de vous rémunérer. Et donc, ce point-là va vous permettre de réfléchir de manière constante et de dire est-ce que le client a bien compris ? Est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée pour lui ? Parce que en fait, généralement, quand vous vous lancez, les gens peuvent vous aider. Peuvent faire une première, acheter une première fois parce que vous êtes sympa, etc. Mais l'objectif, c'est qu'ils renouvellent leur service, la prestation dans le futur. Oui. Du coup, Clément, ce que je comprends, c'est que tu nous dis qu'au départ, tu as lancé ton offre. Oui. Ça a mis combien de temps avant que tu te rendes compte que finalement, c'était pas la bonne, c'était pas la bonne manière ? Tu nous as dit, je me suis planté une première fois. C'est intéressant peut-être parce que avant de le comprendre, et c'est peut-être aussi quelles sont les mécaniques qui nous permettent de dire, ok, je fais un pas de côté, et il faut que je change quelque chose. Alors, je pense, j'ai commencé en avril, j'ai mis, je dirais, 9 bons mois à trouver, j'ai envie de dire, la martingale, si je peux dire ça comme ça, parce que bon, rien n'est figé dans le marbre. Les 6 premiers mois, c'était un peu dans mon imagination. Je commençais à en discuter avec des copains, des entrepreneurs, etc., tous ceux qui étaient autour de moi. Mais c'est pas là où j'ai eu les vrais retours. Donc là, l'idée te séduisait toi-même, tu étais assez convaincu que c'était OK pour y aller en indépendant, mais tu n'avais pas encore confronté ton offre
aux clients. Oui, exactement. Je n'ai pas confronté à mon vrai marché. J'avais pas discuté avec des vrais clients à ce moment-là. Et c'est au moment où, au final, c'est le point 2. Ouais, ah oui, bah oui. En fait, c'est au moment où j'ai commencé à rencontrer des gens au-delà de mon réseau premier cercle que, en fait, j'ai compris quel serait mon marché. Et donc, du coup, en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, si ça se fait du jour au lendemain, c'est formidable et vous êtes chanceux. Mais effectivement, j'ai mis 9 bons mois à comprendre quels seraient mes clients. Parce qu'on peut avoir une idée de clients au premier jet, mais in fine, ça se dresse au fur et à mesure. Et puis, combien je peux leur vendre, quel type de service on doit adresser. Et moi, ça a été assez drastique. J'ai commencé à travailler avec des sociétés américaines, des sociétés françaises, donc du coup, plutôt sur un segment premium. Donc du coup, en fait, c'est le marché qui me disait quoi faire, en fait, tout simplement. Donc en fait, avant de savoir comment on va chercher les clients, il faudrait savoir quel client on va chercher. Si j'entends ce que tu dis. Alors, oui, il y a une découverte là-dessus sur qui sont nos clients. Et qui sont nos clients. Et j'ai envie de dire, c'est votre expertise, votre savoir-faire qui va faire un peu le mariage des deux. On peut, si vous êtes, enfin là par exemple, si j'étais pas bon pour adresser des sociétés tech américaines ou des sociétés premium du marché, en fait, j'aurais changé de cible au fur et à mesure. Il y a aussi un point que tu as donné qui je trouve très intéressant, c'est quand j'ai commencé à comprendre, quand j'ai confronté mon offre à des gens qui n'étaient pas dans mon premier cercle. Et c'est souvent peut-être une erreur qu'on fait au début, c'est d'imaginer qu'on va confronter son idée d'entreprise à sa famille, à ses amis, qui malgré tout sont ultra bienveillants. Donc on est souvent encouragé parce que c'est une prise de risque, mais c'est pas forcément toujours là où on va aller on va avoir le plus d'éléments pour se forger une vraie conviction sur la pertinence de ce qu'on va proposer. Oui, exactement. En fait, tout le premier cercle, généralement, il est bienveillant. Il y a des bons conseils, et puis il faut faire un peu le tri aussi. Et puis, des fois, ils ne croient pas à notre projet. Là où ça a fait une vraie différence, c'est en fait, j'ai appris quelque chose lors de ma dernière expérience. C'est tout simplement mon patron de l'époque rencontrait 5 à 10 personnes par jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe le secteur et de divers horizons. Et ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai eu. Et en fait, quand j'ai vraiment démarré, du coup, au bout de 6 mois, là, en fait, j'ai passé mon temps à prendre des cafés dans des bars, etc., avec des nouvelles personnes d'environnements complètement différents de mon premier cercle, enfin, liés aux commerciaux et de la tech, bien entendu. Mais, et ça a été un vrai vecteur de croissance derrière. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, je passais entre 5, 8 rendez-vous par jour avec des nouvelles personnes. Ça vous permet d'apprendre sur le marché, comment il se structure, qui fait quoi, où. Et en plus, les gens aiment bien les entrepreneurs. Les gens aiment bien les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est généralement ce qu'ils ne font pas. Ils sont admiratifs. Et en fait, ils sont bienveillants et ils nous aident à développer notre business. Et de nombreuses fois, au tout début, en fait, pour m'aider à démarrer, ils m'ont mis en relation avec d'autres sociétés, ce qui a développé directement mon business. Alors là, j'ai déjà une première question de Benjamin Oui. Qui nous dit, en nous écoutant, faut-il forcément commencer avec une seule offre ? Alors, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais il faut être complètement ouvert.
Pourquoi moi, je l'ai fait pourquoi? Parce que, en fait, j'avais une conviction et j'ai eu une traction marché presque immédiate. Donc, du coup, j'avais pas de réelle raison de changer. Démarrer avec plusieurs offres. Alors, je démarrerai pas avec 10 offres, mais peut-être 2, 3 offres qui permettent d'adresser plusieurs typologies de clients, plusieurs typologies de services ou de produits qui permet de minimiser l'échec. Tout dépend de l'investissement. Donc dans cette étape de rencontrer le maximum de monde, j'ai aussi une question de Mathilde qui me dit ok, t'es sympa, mais prendre des cafés, ouais, mais comment tu vas chercher les gens et comment tu leur proposes et comment tu vas vers eux pour leur proposer des cafés? Alors bon, c'est peut-être Comment tu sélectionnes? ouais. Alors déjà, c'est où est-ce que je les trouve? Bon, je pense que tout le monde est sur LinkedIn aujourd'hui. Il y a même eu des stats qui sont sortis. Il y a plus de 25 millions de personnes sur LinkedIn aujourd'hui. Donc c'est presque tout le monde y est. Ce que je veux dire par là, c'est en fait, c'est vous avez déjà une cible de clients potentiels. Eh bien, en fait, n'hésitez pas à contacter un dirigeant de société. N'hésitez pas à rentrer de contacter des opérationnels et de générer des discussions. En fait, ça n'engage à rien en prise de contact direct, de dire voilà, je m'intéresse à votre société parce que tel point, donc il faut quand même adapter le discours, mais on ne rentre pas dans une prospection agressive. On est d'accord que là, tu leur dis pas je vais te vendre quelque chose, tu leur dis moi j'ai besoin d'un échange et de discuter avec vous parce que votre société me semble intéressante et que moi je fais tel business. Exactement, et puis un des points qui marche bien, c'est je m'intéresse à ce marché-là. Je suis en train de lancer ma société, j'aimerais avoir votre retour d'expert. Et ça marche plutôt très bien. Pourquoi? Parce que les gens sont ravis de parler, de partager leur expertise. Et grâce à ça, déjà, vous allez nouer des relations. Et ça ne veut pas dire que vous leur vendez quelque chose, mais vous allez apprendre quelque chose. Et l'objectif, il est là, de non pas vendre, mais de créer du lien avec cette société ou cette personne pour demain soit avoir une recommandation, soit avoir un business en face. Donc là, sur cette étape, on est structuré, construire son réseau, aller à la rencontre de son marché, capter un maximum d'informations, voir un maximum de monde. Ça, c'est une étape fondamentale dans finalement la conquête de tes clients. Oui, exactement. Et le dernier que j'ai pas mentionné encore, c'est les partenaires. En fait, il ne faut pas négliger les partenaires. C'est de créer un noyau de partenaires qui gravitent autour de vous, plus ou moins gros, et où tout le monde se ligue, plus ou moins, et surtout vous qui êtes indépendant, en fait, comme tout le monde rencontre peut-être 4 à 5 personnes par jour, derrière, ça multiplie les potentiels contacts et de générer des recommandations. Et ça, c'est un point plutôt intéressant. Et avant de conclure sur cette première étape, moi j'avais une question à te poser sur est-ce que tu as vu des changements avec les confinements, le Covid? Tu parlais de café. Comment tu as traversé cette période? Et est-ce que tu ressens aujourd'hui qu'à nouveau, on se rencontre un peu plus en physique ou... Ouais. Alors, effectivement, j'ai monté la boîte il y a 4 ans, donc au bout d'1 an et demi, on a eu le Covid. En fait, mon business a complètement changé. Déjà, du jour au lendemain, on rencontrait les gens. Le lendemain, on a arrêté de rencontrer les gens. Et aujourd'hui, tout s'est digitalisé. Donc, du coup, les cafés, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens ont plus de temps pour rencontrer les gens. Parce qu'aller à un café, il faut faire une demi-heure de métro, ça va durer 1 heure, et puis après une demi-heure pour repartir. Donc on a déjà mangé 2 heures dans sa journée. Alors qu'aujourd'hui, en pleine journée, les gens peuvent prendre une demi-heure pour discuter sur une visio et le faire spontanément, et ça va beaucoup plus vite. Ça permet, à la limite, le Covid nous permet d'aller encore plus vite, et ça c'est plutôt le bon point. Sur les rencontres. Et aujourd'hui, depuis, je pense, 6 bons mois,
Les gens sont contents de reprendre des déjeuners, des cafés, etc. Et ce qui est plutôt agréable. Alors là, j'ai une question qui m'arrive juste pour conclure ce point, parce que visiblement, ça intéresse beaucoup. Est-ce que déjà à cette étape, tu en es à l'utilisation d'un CRM pour structurer finalement ta base prospect, quoi? Oui, tout à fait. C'est l'objet d'un des points sur les étapes. Moi, j'ai démarré ma carrière pour vendre des CRM. Donc, du coup, déjà, ça faisait partie de mon ADN à la base. Mais c'est super important de pouvoir créer une base CRM à plusieurs égards. Un, déjà, de centraliser la relation, d'historiser un peu l'ensemble des interactions qu'on a avec la personne. Mais également, il y a des outils super intéressants de partage de réseaux qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Reveal. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous invite à aller voir cette plateforme-là. En fait, vous qui êtes indépendant ou même entrepreneur, ça permet de partager des CRM entre vous. Exemple, je suis connecté à n'importe quoi, Stello. Je veux travailler avec Stello aujourd'hui. Je partage mon réseau avec 5, 6 indépendants derrière. Donc, non pas mon réseau LinkedIn, mais mon réseau business. Là, mon partenaire va me dire « Ah bah tiens, je vois que tu as une opportunité avec Stello. Peut-être que tu peux me mettre en relation. Peut-être que cette opportunité est closée, peut-être, etc. » Et ça permet de fluidifier cette visibilité et de dire bah tiens, comment on peut développer son business. Et ça, c'est un vrai accélérateur. Donc si vous n'avez pas de CRM, vous ne pouvez pas faire ça et d'aller plus vite derrière ça. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et si vous avez des velléités à construire une boîte avec des employés, bah là ça devient crucial pour partager l'information et pas avoir tout dans la tête. Merci Clément. Oui. Ah oui, c'est Reveal, R-E-V-E-A-L. Yes, j'avais une étape 3. On a encore du temps? Alors, il nous reste dans l'oreillette 15 minutes. 15 minutes, oh, on est facile. Le point qui est un des plus importants, c'est de construire sa marque. Alors, dommage que Fabien soit pas là, mais je pense qu'il en aurait dit beaucoup plus que moi. Déjà en 2013, je faisais des formations chez LinkedIn pour améliorer le profil LinkedIn des gens. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que LinkedIn, il y a Instagram, potentiellement un TikTok derrière, mais l'important, c'est de construire sa marque sur les réseaux, de construire sa vitrine. Donc ça passe déjà par la photo, la photo de background, et de bien expliquer qui vous êtes sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que nous, on le voit directement. Les gens vont d'abord vous discutez avec quelqu'un, vous allez voir la personne directement sur LinkedIn pour savoir qui elle est. Vous n'allez même plus sur le site internet d'abord, vous allez sur LinkedIn pour comprendre son parcours, d'où elle vient, ses études, etc. Et ça, c'est ultra important. Et le plus important, c'est de donner envie aux personnes qui visitent votre page de discuter avec vous. La deuxième partie, qui communique sur les réseaux ? Tout le monde ? Ouais, une grande majorité. En fait, communiquer, c'est une partie énorme. Pourquoi ? Parce que ça permet de garder du lien. Imaginons que vous avez rencontré vos 4 personnes pendant 100 jours, ça fait 400 personnes que vous connaissez. C'est impossible de garder le contact avec les 400 personnes. Et en fait, aujourd'hui, nous, on utilise LinkedIn comme relais de communication pour discuter avec les gens au quotidien. Je vous donne un exemple. J'étais au Web Summit il y a un mois. J'ai partagé la photo on est à Lisbonne au Web Summit, etc. Une semaine après, quand j'avais les gens au téléphone, ils me disent « Ah oui, j'ai vu que tu es parti au Web Summit, c'est chouette, etc. » Et ça a été vu par 10 000 personnes.
en fait, 10 000 personnes qui ont vu que j'étais là-bas et ça crée, en fait, ils nous suivent comme un peu une story sur Instagram. Ils suivent notre vie. Et ils sont partenaires de notre vie d'entrepreneur, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens aiment savoir ce qu'on devient, ce qu'on fait et comment on le fait. Le troisième point qui est relativement important, c'est donner du contenu qui va intéresser. Alors, ça dépend de votre cible. On en revient à la cible déjà de départ. Qu'est-ce que cherche votre cible? Donc là, nous, par exemple, on a des grandes complexités chez Rocket for Sales parce qu'on va traiter aussi bien d'un junior qui est business developer comme quelqu'un qui a 45 ans, qui est directeur commercial dans des grosses entreprises, grandes entreprises. Donc du coup, le contenu va être complètement différent. Donc il faut savoir aussi jongler avec plus qualitatif avec ça. Donc le contenu est relativement important. Donc c'est pas mal de travail et potentiellement d'adresser le bon canal. Moi, mon canal il est sur LinkedIn à 95%, mais peut-être que pour vous, c'est sur les autres canaux. Je vois que 78% des gens qui nous regardent aujourd'hui répondent à un petit sondage en ligne qui sont sur LinkedIn aussi. Ah, voilà. On est sauvés. On est sauvés. Voilà. Je pense que pour l'étape 3, on est pas mal. Bon, étape 4. Ouais. Les plateformes. Les plateformes, alors, je ne sais pas si vous êtes référencé sur différentes plateformes, mais en fait, tout est bon pour ramener des gens vers vous. En fait, nous, on a eu une première excellente expérience. C'était notamment via Trustfolio. En fait, c'est une plateforme qui permet d'obtenir des recommandations sur sa société ou sur son service. Ça, c'est leur métier et en fait, ça vous permet de vous référencer. Et ça, c'était intéressant. Parce qu'ils ont animé en fait, les utilisateurs de Trustfolio et sans rien demander, ils ont créé un article sur Madines qui a dit voilà les meilleures sociétés pour recruter des commerciaux dans la tech. Et tout simplement, ça a été un vrai vecteur de leads. Je ne savais même pas d'où venaient les leads. Et on a pris une masse assez conséquente d'un coup, suite à l'apparition de cet article. Et en fait, je vous invite vraiment à trouver les bonnes plateformes liées à votre écosystème. Pourquoi ? Et de multiplier ces plateformes. C'est la multiplication de ces plateformes, si elles sont en adéquation avec votre stratégie et votre marque, qui vont vous apporter du lead. De la même manière, je pense qu'il y en a nombreux d'entre vous sont sur Malte ou autres plateformes. Ces plateformes sont aussi des vecteurs pour démarrer votre société. En fait, l'objectif, c'est ni plus ni moins de démarrer votre société. C'est de mettre un peu de l'essence dans le moteur qui va permettre d'amorcer la pompe et de lancer. Même si vous lancez une société avec des salariés dans le futur, rien ne vous empêche de démarrer par là pour accélérer la croissance de votre société. Et ça, c'est important. Et si vous vendez des produits, ça peut être des marketplaces qui vont adresser Et donc, du coup, le dernier point, c'est les relations presse. Rien ne vous empêche d'aller contacter un Madines, une autre plateforme média. Et en fait, c'est un vrai vecteur de visibilité et de génération de leads. Et si vous avez un site internet, vous le voyez directement sur le pic de trafic que vous générez. Et même sur LinkedIn. Utiliser la data. Ah, on en a déjà un peu parlé. On a déjà un peu parlé. Tu as été en avance, mais ouais, c'est super. Alors, là, on peut le tourner autour de la data. C'est au final, vous allez emmagasiner un nombre de discussions, de personnes, de contacts, des opportunités. Et aujourd'hui, c'est clé. C'est-à-dire que, en gros, j'ai 4 ans d'historique sur
la visibilité business de ma société, de la croissance, du nombre d'opportunités, du nombre de contacts, etc. Et ça permet derrière de grandir plus vite, d'adapter. À la semaine, je suis capable de dire à mes équipes, bah tiens, là, on voit que ça fonctionne pas parce que en fait, le nombre de prises de contact chute d'un coup. Donc du coup, il faut réadapter. Et ça vous permet de non pas... moi, mon père était entrepreneur. Et encore entrepreneur d'ailleurs, mais il n'a pas mis tout ça en place. Et en fait, il a une visibilité de son business quand le comptable lui fait son bilan. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a des crises tous les 4 matins, donc du coup, il faut réadapter sa stratégie d'autant. Et donc derrière, il faut avoir une visibilité. Et ça, le CRM, la gestion de votre finance, etc., c'est crucial et ce qui vous permet de perdurer dans le temps. Parce qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est génial, donc on en profite. Mais l'objectif, c'est de continuer dans cette démarche et de le garder le plus longtemps possible. Qui a un CRM d'ailleurs ici? D'accord, chouette. Alors il y a différents types de CRM. Il y a des plus ou moins complexes. Donc du coup, je vous invite à regarder là-dessus. Et le dernier point, je finis. On est bien. Voilà. En fait, tout ce que je vous dis, et ça fait écho avec le dernier point sur les crises, etc., c'est pas parce que vous avez une idée en tête que ça performe, ça marche bien pendant 3-6 mois, que ça va marcher les 6 mois d'après. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, qu'on ait une société ou même solopreneur, la clé, c'est de challenger au quotidien son business. De challenger, est-ce que je vais dans le mur? Est-ce que à 6 mois, les clients me disent qu'il va se passer ça? Nous, c'est notre cas aujourd'hui. Le marché s'est ralenti dans le domaine de la tech. Les tech américaines sont stoppées depuis juin. Les tech françaises commencent à se freiner. Du coup, comment je fais pour adapter mon business? C'est toujours la même chose, c'est je rencontre des gens. Les gens vont me dire, tiens, voilà ce qui va se passer à telle date. Les tech américaines vont commencer tout juste à redémarrer en janvier. Les fonds d'investissement vont se relancer courant juin, entre avril et juin. Et c'est tous ces indicateurs qui vont vous permettre de challenger votre business, challenger votre approche et d'adapter votre comportement lié au business. Et donc, du coup, de mettre en place des plans d'action. J'ai une petite question Ouais. de Andrea. Oui. Très pratique. Bonjour Andrea. Je ne suis pas bon pour garder mon réseau actif après des missions. Avez-vous des conseils? Alors ça, c'est surtout quand on est dans le service, c'est un grand dilemme. Et on va en revenir au CRM. Le CRM, c'est un outil un peu magique qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches. Quand vous finissez une mission, par exemple, qui est dans le service ici? Ouais, il y en a beaucoup. En fait, dans le service, le problème, c'est que quand on a fini une mission, on en redémarre une autre. Et donc, du coup, quand on en démarre une autre, on a le cerveau qui est focus sur la dernière. Et en fait, en utilisant un CRM, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites, par exemple, vous changez le statut d'une opportunité, pourquoi ne pas mettre en place une automatisation qui envoie un mail ou peu importe le format à ce client-là en disant j'aimerais prendre votre retour par rapport à ma prestation. Et ça, on peut le faire à plus 15 jours, par exemple. Et à plus 2 mois, de refaire un point, ou plus 3 mois, tout dépend du type de business sur lequel vous êtes, mais de régénérer quasiment de manière automatique un point avec le client. Et toutes ces choses-là, en fait, comme vous avez la donnée dans votre CRM, au moment où vous changez le statut, tous les automates se mettent en marche. Et derrière,
bah, ça vous permet d'automatiser cette relance et tout simplement bah, de régénérer des prises de contact et de faire le suivi. Et puis, sinon, bah, si on n'automatise rien, rien ne vaut un bon rendez-vous dans l'agenda, un rappel dans l'agenda pour dire bah, tiens, j'ai fini cette mission, hop, automatiquement, à plus un mois, je repasse un coup de téléphone à mon client. Et là, l'objectif, c'est vraiment de faire un suivi. Et plus on va systématiser les approches, plus on va automatiser, moins vous allez louper d'actions. Merci Clément, c'est très clair. D'ailleurs, 75% des gens qui nous suivent nous disent qu'ils utilisent un CRM. Mais c'est la vraie question, c'est savoir l'utiliser, c'est ce que tu viens de nous dire. Je vous propose de prendre des questions du public ici présent s'il y en a. Et après, je ne vais pas faire du gros teasing, mais normalement, Fabien va nous rejoindre sur scène bientôt, dans quelques minutes. Donc, je vous propose de prendre les questions si vous en avez. Merci. Merci pour le talk. Moi, j'ai une question, c'est que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à gérer en termes de business. Il faut être bon en marketing, il faut être bon en finance, il faut savoir faire un PNL, il faut savoir comprendre le funnel d'acquisition. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et selon notre background, moi je suis tech, toute cette découverte, c'était hyper compliqué. Et donc, est-ce que vous avez des conseils sur comment prioriser ça? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour tous ceux et celles d'entre nous qui n'ont pas fait d'école de commerce, par exemple, c'est hyper compliqué de gérer tout ça en même temps et en fait de s'intéresser. Enfin, il y a trop de choses à apprendre, quoi. Alors c'est ça qui est formidable au final, c'est qu'on s'ennuie pas. Le problème, c'est que les tâches s'accumulent et ça, c'est un vrai point. Moi, je pense qu'il faut déjà démarrer de la priorité ou de ta problématique. C'est-à-dire que si ta problématique aujourd'hui, c'est que tu enchaînes une mission et puis tu as un moment de creux, etc., c'est ta priorité, si ta priorité c'est le business, bah de prioriser cette étape-là dessus. La partie administrative, tu peux pas y couper et je pense que la clé, c'est d'avoir des créneaux réguliers. Je pense que tout passe par l'organisation dans ton agenda sur comment tu priorises les tâches. Et de dire... Et l'objectif, moi par exemple, j'aime pas faire 2 fois la même chose. Donc du coup, à chaque fois que je dois faire quelque chose, bah, j'essaie de faire en sorte que demain, ça soit presque automatique et de trouver une manière où ça me prenne non plus 2 heures à remplir un document, mais que je le fasse en 30 minutes. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment de l'organisation. Deuxième point, quand on démarre, et même encore aujourd'hui à mon stade, on est mal renseigné. C'est impossible de tout savoir. Donc, du coup, la meilleure, et j'en reviens au point numéro 2, c'est rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans votre business, mais qui ont vu ces étapes-là. Et tu vas voir, le point que je mentionnais tout à l'heure avec le CRM, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment avec Reveal. Mais du coup, c'est les gens qui vont te partager ces fast track, ces accès rapides, et tu vas gagner un temps de dingue. Ça peut passer par tu vois, la partie administrative sur ton assurance. Voilà. En fait, quand c'est digitalisé, tu ne te prends plus la tête, quoi. Tu n'as pas de papier, etc. Ça va super vite, etc. Ça passe par plein de petits tuyaux comme ça. Et en fait, c'est 1, prioriser, 2, organiser ton temps, et 3, rencontrer des gens et de leur faire part des problématiques. Tout à l'heure, je parlais de mon père qui est entrepreneur. La génération d'avant, ils n'échangeaient pas sur leur business. Il fallait juste dire que la maison était belle. Mais en fait, c'est pas ça la clé. Si tu veux grandir, si tu veux accélérer, c'est partage les informations. Parce que tout le monde vit les mêmes galères. Et donc, du coup, sauf qu'il y a 2-3 petits malins qui auront trouvé l'astuce pour bypasser le truc. Ouais, je partage complètement ce que tu dis. Et c'est aussi, finalement, la communauté d'entrepreneurs. C'est pas quelque chose qui est intuitivement structuré, mais il faut aller aux bons endroits.
Et comme tu le dis clairement, c'est l'échange en fait, parce qu'on a tous une courbe d'apprentissage qui est souvent plus ou moins longue ou douloureuse, parce qu'on a souvent l'impression d'être en orchestre, il faut faire de la RH, de la compta, de la finance, et en même temps il faut savoir vendre son business, son produit, sa prestation, c'est hyper compliqué. Ce qu'on voit déjà dès ce matin à travers ce premier talk, c'est que même quand on est solo entrepreneur, c'est une vraie entreprise. C'est-à-dire qu'il faut penser son offre, il faut penser son marché, il faut penser la structuration marketing et sa stratégie de communication. C'est hyper exigeant, mais en réalité, c'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a des outils et parce qu'il y a aussi des forums, des endroits où on peut beaucoup plus rapidement apprendre et gagner un temps fou, comme tu le dis. Je pense que c'est une des clés, c'est ça, c'est l'échange. D'autres questions? Oui. LinkedIn. Des choses qui sont personnelles, voilà, pour faire des business. Alors, voilà. Ah oui, pardon. Est-ce qu'on a des conseils sur comment prendre contact avec les gens sur le segment B2C, donc pour les particuliers, sachant que ton prénom c'est Roberto et dans l'immobilier. Alors, je peux parler peut-être de mon cas au final, parce que je suis dans le B2B, mais in fine, les discussions que j'ai tous les jours, c'est avec du B2C. Et en fait, je pense que dans ton secteur, dans l'immobilier, LinkedIn est un super... pourquoi? Parce que tu as des cadres, etc. Donc du coup, ils ont un certain pouvoir d'achat, etc. Et je pense que... Enfin, j'ai des amis également dans l'immobilier, et ils sont assez actifs sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que, en fait, ils tissent leur réseau, on va pouvoir faire des recommandations, etc. Et donc, du coup, demain, toi, si tu as une cible très spécifique, tu sais que c'est les dirigeants d'entreprises qui font une taille de moins de 50 personnes, c'est ta cible, rien ne n'empêche de les prendre contact avec eux en disant, tiens, je suis dans l'immobilier, voilà ce que je fais, et j'accompagne des dirigeants comme vous, etc. Après, il faut bien expliquer la valeur ajoutée que tu leur apportes, mais peut-être que ton taux de réponse ne va pas être dingue, mais imaginons que ça te donne, je sais pas, un business par mois, peut-être que tu seras content, quoi. Mais si tu en fais, en fait, c'est statistique. Si tu fais, je sais pas... en fait, LinkedIn te limite à 150 prises de contact par jour, par semaine, pardon. Et du coup, si tu en fais déjà 600 par mois et que tu as 1% de taux de réponse, ça t'en fait 6. 6 avec qui tu engages. Et statistiquement, si tu en génères 50%, ça te fait déjà 3 business par mois. Donc du coup, je pense qu'il faut oser. C'est surtout ça. Faut tester et trouver la bonne approche. Et puis il y a un autre point pour compléter, c'est aussi des méthodes qu'on a parfois oubliées. Tout simplement, c'est la recommandation. Oui. Quand tu as accompagné des clients jusqu'à la vente ou jusqu'à le fait de trouver leur maison, leur appartement, ils ont été contents de ton travail. Tu as le droit de leur dire, écoutez, moi j'aimerais rendre ce service à d'autres personnes. Et est-ce que vous avez autour de vous des gens, des amis que vous connaissez? Et c'est un truc très old school, mais en réalité, ça marche bien aussi parce que c'est extrêmement fort quand tu appelles un client de la part d'un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous vous demandez tous quand Fabien va arriver, je suis sûr. Moi aussi. Voilà. Oui. Ouais. Moi, je travaille dans un environnement où les gens n'ont jamais le temps, mais peut-être tout le monde en fait. Du coup, je me dis qu'ils vont pas prendre 5 minutes pour ce feedback. Et le corollaire, la question complémentaire, c'est sur LinkedIn. J'aimerais bien gratter des recommandations. Je trouve ça bien d'être recommandé sur LinkedIn quand on démarre. C'est difficile. Et j'ose pas les demander. Alors, en fait, les gens le font, mais tout est dans la manière de communiquer avec eux.
Si tu leur demandes je veux du feedback, donnez-moi-en, en fait, il faut expliquer pourquoi tu veux et les thématiques que tu souhaites aborder. Et en fait, ils ont payé pour le service. Donc, du coup, ils se doivent de le faire. Et je pense qu'il faut, on reparlait de CRM tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à automatiser la relance. Si la personne n'a pas répondu, ça vaut le coup de renvoyer une relance au bout d'une semaine. Parce que c'est dans le flux de mails, etc. Mais je pense qu'il faut bien expliquer le pourquoi tu demandes ça. Et les gens sont contents. C'est-à-dire, les gens sont même surpris aujourd'hui quand on leur dit tiens, j'ai envie de m'améliorer, tu as été content de ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que tu vois en termes d'axe d'amélioration pour moi? Et les gens sont surpris. Parce que généralement, les gens sont un peu pleins d'orgueil et ils se disent moi, je fais un travail formidable. Et les gens sont partenaires. Et en fait, c'est là où tu tournes ton client en tant qu'acheteur à partenaire de ton business. Et ça, c'est intéressant. Donc, du coup, je pense qu'il faut oser. C'est comme la prise de contact sur LinkedIn. Il faut le tenter. Peut-être qu'il y en a qui répondent plus ou moins. Alors, tu les connais, tes clients. Hein. Tu sais s'ils répondent ou pas aux mails. Ceux qui sont ultra busy, ils ne te répondront pas. Et puis voilà. Mais par contre, ceux qui ont un rythme un peu plus normal, derrière, ils le feront avec plaisir. Et limite, ça te donne une occasion de reprendre ton téléphone. Ah, j'ai vu tel commentaire, ça c'est intéressant. Tiens, on peut le développer ensemble. Et ça, c'est un excellent moyen aussi de reprendre contact avec les gens sans les harceler et d'avoir un sujet de discussion avec eux. En fait, c'est pas une question, je rebondis sur celle d'avant pour ajouter quelque chose. C'est que ce qui marche aussi pas mal, c'est de pré-mâcher le boulot pour la personne à qui tu demandes une recommandation et donc presque de le lui écrire déjà. Ça dépend quel est ton business et tout, mais ça fonctionne pas mal de dire effectivement, premier mail, est-ce que tu pourrais me faire une recommandation? Et deuxième mail, sur la base de ce que tu m'avais déjà dit un peu oralement quand on a fini de bosser ensemble, je me suis permis de rédiger 3-4 lignes, tu les adaptes comme tu veux et en fait, la question est souvent le temps. C'est-à-dire que si le client est content, il n'y a aucune raison qu'il ne veuille pas, mais c'est qu'il est busy comme tout le monde. Donc en fait, lui pré-mâcher le boulot, ça peut aider aussi en fait, de le lui pré-rédiger. C'est excellent, ouais. Très bonne idée. Merci beaucoup. Et le voilà. Sous vos applaudissements, Fabien. Bon, c'était hyper travaillé quand même. Hein. Bienvenue. Tiens, merci. Je te laisse ma chaise. Reste là, Clément. Yes, je vais rester debout. Donc je rappelle les règles. Tu as jusqu'à 40, m'a dit Ophélie. 43, max. Moi, je suis le gardien du temps. On part sur 44. Vas-y. Alors, attends. Il faut juste... Je suis après. Bon, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va mettre le feu. Désolé, la RATP annonce qu'il y a 3 problèmes. Ça s'appelle une grève, mais bon. Moi, je m'appelle Fabien. Donc voilà, je fais du growth et du sales. Donc en gros, je suis là pour aider les entrepreneurs à faire de la croissance. On va passer à la slide d'après. Ah oui, attends, je serai... Je vais mettre responsable. Yes, responsable slide. Pour vous expliquer rapidement mon parcours, donc moi je sors d'une école d'ingé, j'ai monté une start-up. Donc ça c'était en 2012. À l'époque, j'ai vu en fait là-bas le sommet. En fait, je me suis dit, il faut que j'y arrive. À l'époque, c'était monter une start-up, recruter des gens, lever des fonds. Enfin, en tout cas, c'était comme ça qu'on nous vendait la belle vie. J'ai monté une boîte qui s'appelle Aloha. On est rentré chez The Family dans les 3 premiers mois. Et ensuite à Station F. Ça a été le feu, pas mal d'apprentissage. Mais à la fin, je me suis dit, monter une boîte, recruter des gens, c'est pas finalement le rêve idéal. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Et là, en fait, à Station F, je me suis mis à accompagner des entrepreneurs. Et vraiment, là, j'ai vraiment pris mon pied parce que je me suis dit, ce qu'à l'époque, je pensais être le Graal, le sommet, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'autres montagnes. Et en fait, les autres vont peut-être pas aussi hautes. On va peut-être pas faire une boîte à 100 millions,
mais on va faire une boîte sympa, en étant seul, en accompagnant d'autres personnes, etc. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon avant de venir. Prends ta respiration, on a envie de te garder vivant jusqu'à la fin quand même. Ok. Donc voilà, on arrive sur les 3 étapes que j'ai dû franchir en tant que solopreneur, freelance. Je vais tout vous expliquer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaye un peu de cartographier, documenter ma manière en fait, d'avancer dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement le soloprenariat parce que Clément vous a présenté tout à l'heure comment trouver des clients, développer son business quand on est une entreprise. La première chose qu'il faut faire quand on est freelance, c'est tout simplement de vendre ce qu'on sait faire. Vous avez une passion, travaillez votre passion, développez un peu votre expertise et commencez à monétiser. Donc au départ, l'objectif est simple pour vous, c'est d'acquérir de l'expérience. La première chose qu'il faut faire, et c'est certainement la plus simple, c'est de se référencer sur les plateformes. Il y a Malte, tout le monde connaît. Maintenant, à l'époque, c'était un paradis pour trouver des leads. Maintenant, vous tapez Facebook dedans, il y a 450 freelances. Autant dire que c'est difficile de tomber sur vous, même s'il y a des techniques, il y a du référencement, un peu comme sur Google. Mais à minima, mettez votre profil dessus, rendez-vous visible. La deuxième chose, ça va être d'activer votre réseau. Vous avez LinkedIn. Si vous êtes à chercher des entreprises pour développer vos compétences, essayez de frapper à la porte des entreprises que vous kiffez, tout simplement. Vous leur dites, voilà, moi j'ai une expertise, je suis en train de bosser là-dessus, ça m'intéresserait de bosser pour vous, est-ce que c'est good ou pas ? Et en fait, c'est aussi simple que ça, il faut décomplexifier la vente, surtout quand vous cherchez vos premiers clients. Ensuite, qu'on se le dise, que vous fassiez des missions qui sont payantes, tant mieux, mais gratuites, ça passe aussi. On l'oublie trop souvent, mais à Station F, par exemple, quand on était là avec notre petit bureau, on a beaucoup de freelances qui passaient en disant moi, je suis graphic designer, je peux bosser pour vous, petite mission, c'est gratuit. Mais l'avantage, c'est que je vais documenter ce que je vais faire et je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir dire, par exemple, j'ai bossé avec telle startup, gratuitement ou pas, de toute façon, ça, c'est pas écrit. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir une référence. Et s'appuyer sur cette référence pour aller trouver d'autres clients. Donc voilà, il faut commencer petit. C'est Caroline qui en parlera tout à l'heure. C'est les baby steps. Commencez petit, même une mission gratuite. Ça vous permettra d'obtenir un logo. Vous allez communiquer dessus, l'ajouter sur Malte. Et de fil en aiguille, vous allez choper des plus belles boîtes. Ça, c'est la petite méthode. Elle est ultra simple. Vous pouvez envoyer un message comme celui-ci. Je me lance et j'aimerais en discuter avec toi. Voilà, ça, c'est un message de prospection. Aussi simple que ça, vous pouvez l'automatiser ou l'envoyer manuellement. Bon, si vous cherchez vos 5 à 10 premiers clients, cherchez pas à automatiser, ça, vous allez perdre trop de temps. Envoyez ça sur LinkedIn, contactez des gens de votre réseau et essayez effectivement petit à petit de développer un peu votre carnet d'adresses. La deuxième étape, donc là on passe d'un freelance qui a vendu son temps pour avoir de l'expérience à un solopreneur, c'est-à-dire un freelance qui lui commence à se dire « Ok, je vais peut-être essayer de mettre un peu des process dans mon business pour effectivement aussi vendre ce que je commence à comprendre. » Et effectivement, et ça se monétise un peu mieux. Là, vous passez globalement d'un TGM de 400 à 600 €, où vous étiez d'habitude à vendre votre temps, à des TGM où on commence à frôler les 1000, voire plus. Et en fait, là, vous allez vendre votre autorité. C'est « J'ai bossé avec ces 10 startups-là. Si tu veux que je bosse pour toi, ça coûte ce prix. » Et là, vous allez voir, on va penser la stratégie en termes de communication et de vente complètement différemment. C'est là où on va commencer à parler de personal branding. Vous allez vendre qui vous êtes. Et là, vous allez communiquer sur LinkedIn, non pas pour dire « Hey, salut, je recherche une petite mission, ça te dirait de bosser avec moi ?» Vous allez plutôt lui dire « Ok, moi en fait, le mec à la casquette, c'est un mec qui fait du gros. Donc si tu m'as vu passer, c'est que tu kiffes mes posts. Si tu kiffes mes posts, peut-être que tu viendras me contacter au moment où tu en auras besoin. » Et voilà, ça c'est une autre manière de percevoir la vente. La première étape, c'est de fouiller dans son réseau, gratter ses amis, gratter sa famille, contacter le collègue pour demander effectivement s'il y a une opportunité de faire une petite mission.
La deuxième étape, c'est plutôt de l'inbound marketing, c'est de dire, si tu aimes ce que je fais, viens à moi. Ensuite, quand on travaille son personal branding, il faut aussi communiquer. Ah, j'ai une slide qui a passé là, mais pas là. Ouais. Donc en fait, une fois que vous avez votre personal branding, vous devez effectivement montrer qui vous êtes au plus grand nombre. Et là, il faut intervenir partout où vous pouvez. Dans des écoles, dans des incubateurs, dans des podcasts, vous pouvez aller partout. L'objectif, c'est de montrer votre expertise, montrer ce que vous avez à dire et en quoi vous êtes différent des autres. Donc là, on sort un peu du Malte où il y a 450 personnes qui font la même chose que moi, ou je ne sais pas trop comment je vais me vendre. Là, c'est vous qu'on vient chercher. Et en fait, comme vous prenez la parole, naturellement, les gens viendront vous voir. Et ne croyez pas que c'est difficile d'intervenir dans des incubateurs comme Station F. Si vous voulez, je vous passe les coordonnées des programmes managers. Ils cherchent des personnes gratos. C'est pour ça que c'est facile. Mais ils cherchent des personnes gratos qui interviennent pour aider leur start-up, que ce soit des mini-conférences, des office hours, donc vous passez 1 heure avec une start-up pour essayer de régler ces problématiques, et ils ne cherchent pas des tueurs. Régulièrement, en fait, ils cherchent tout simplement des gens qui diront oui, tout simplement. Ensuite, rentrer dans des collectifs. Les collectifs, c'est des groupes d'entrepreneurs. Des groupes d'entrepreneurs, plutôt freelance, solopreneurs même. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous pouvez soit créer votre collectif, vous dites, OK, moi je suis designer, il y a quelqu'un qui est intégrateur, par exemple, de site web, ça ne te dirait pas qu'on fasse un binôme, comme ça on a des projets en commun. Donc automatiquement, quand quelqu'un vient me voir, je peux à la fois vendre du web design et de l'intégration. Et en fait, le duo, souvent, les entreprises, c'est à elles d'aller en fait le faire elles-mêmes. Ça va? On est dans les temps? OK. C'est aux entreprises en fait de faire elles-mêmes leur binôme. Donc, créez votre collectif en fonction des problématiques des entreprises. Vous aurez en fait la possibilité de vous passer les bons projets, les projets qui sont les plus sexy. Hey Fabien, j'ai un super projet, ça te dirait de bosser avec moi dessus? Et ça permet en fait de faire monter ces poteaux sur les projets qui ont vraiment de la valeur et surtout aussi les marques aujourd'hui qui challengent un peu les freelances qui sont un petit peu solo avec des agences. L'avantage de rentrer dans un collectif, c'est l'union fait la force. On est plusieurs, on peut te proposer une expertise à plusieurs et c'est là où ça devient intéressant pour l'entreprise, mais également pour vous. Après, il faut trouver des partenaires stratégiques. C'est super important. On ne le fait pas assez, surtout en France. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, moi, dans mon cas, je fais de la prospection. Je suis à Station F, il y a Guillaume de Lemlist, Denis Drop Contact, mais bien évidemment, je me suis dit, comment on peut faire un deal de ouf ensemble, où quand vous avez besoin d'une méthode, vous faites appel à Bibi. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est par exemple avec Guillaume de Lemlist, automatiquement, quand eux, ils ont une boîte qui est sur leur plateforme, donc un outil, et qui galère à avoir des résultats, eh ben, ils m'envoient un email en disant « Salut, si tu veux, je peux t'envoyer Fabien qui va résoudre tes problématiques d'acquisition. » Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un partenaire stratégique qui me refile, entre guillemets, les bons plans des entreprises qui ont des problématiques qui correspondent à mes compétences et que je peux régler facilement et sans trop avoir besoin d'aller chercher des projets. Donc voilà, des partenariats stratégiques, il y en a beaucoup. Il y a d'autres types de partenariats. Caroline, j'imagine qu'elle va vous en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, essayez de comprendre comment fonctionne votre écosystème, où sont vos prospects, où sont vos futurs clients, et essayez de se dire, OK, moi je touche des indépendants ou des entreprises, je suis dans telle thématique, qui en fait aujourd'hui a pignon sur rue, quelle start-up aujourd'hui par exemple pourrait me donner de la visibilité, et faisons des choses ensemble. Ça peut être une conférence, ça peut être effectivement, comme je disais, juste s'il y a besoin, n'hésite pas à m'envoyer, etc. Enfin voilà. L'objectif, c'est vraiment de fonctionner dans une approche gagnante-gagnante. Là, maintenant, on passe à la 3e étape. Donc, je rappelle, première étape, on développe son expertise. On essaye d'avoir un maximum d'expérience pour monétiser ce qu'on sait faire. Deuxième étape, on commence à vendre ce qu'on connaît. Donc là, on a de l'autorité, on a monté son personal branding, on commence à avoir des partenariats stratégiques. Et maintenant, on passe à la 3e étape, probablement la plus sexy, mais tout le monde n'y arrive pas, c'est de vendre qui on est. Et pour cela,
maintenant d'aller chercher de la visibilité. C'est pour ça que je parle vraiment de l'étape devenir créateur. Donc devenir créateur, je vais vous expliquer un peu les fondements de ce qui se cache derrière et comment en fait à cette étape-là, on peut continuer à aller chercher des clients. Et ça va être communiqué sur plusieurs réseaux sociaux. Donc à l'époque, on était sur LinkedIn, ça suffisait. On contacte des personnes, on chope quelques projets. Ensuite, après, effectivement, on communique sur LinkedIn notre personal branding. Les entreprises nous contactent parce qu'elles disent « Hey, j'ai kiffé ta vidéo ce matin sur ton post LinkedIn ». Et après, là, maintenant, on commence à diversifier ces canaux. On se dit « Ok, maintenant, je passe en étape de créateur. L'objectif, c'est d'inonder le marché avec qui je suis, ce que je sais faire. Et pour cela, en fait, vous devez choisir vos réseaux de prédilection. Donc, moi, dans mon cas, je suis toujours sur LinkedIn, un peu sur YouTube pour documenter, mettre mes challenges et montrer plus en profondeur en fait ce que je sais faire. Et TikTok parce que j'aime bien. Et surtout parce qu'effectivement, c'est des vidéos courtes qui sont assez top of funnel. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais en gros, c'est le côté ultra... comme si j'expliquais à ma maman ce que c'était que le marketing. Donc, en gros, voilà, c'est un challenge. Je me dis, j'ai 30 à 45 secondes pour expliquer un concept marketing et donc faire comprendre à des personnes qui aujourd'hui ne sont pas encore mes futurs clients qui je suis, comment je peux leur donner des conseils et peut-être que ça va les aider par la suite. Donc voilà, en fait, après, vous allez établir votre stratégie. Mais voilà, sachez que c'est qu'à cette étape-là, on commence à parler sur tous les réseaux. Si vous faites le semblant d'être créateur alors que vous n'avez pas commencé à trouver votre premier client, vous mettez un doigt dans l'œil. Ensuite, c'est là où on commence à parler de communauté. À l'époque, on ne cherchait pas à avoir une communauté, on cherchait à trouver ses clients. Quand on a des clients, l'objectif, voilà, c'est de payer les fins de mois, commencer à manger autre chose que des pâtes. Et maintenant, en fait, quand on développe une communauté, c'est se dire, OK, comment je peux bâtir quelque chose sur le long terme? J'y ai une audience. Sur LinkedIn, il y a une audience. Sur TikTok, la même chose. Par exemple, sur YouTube. Mais comme le diront tout à l'heure, en fait, les personnes qui parleront de personal branding lors de la table ronde, c'est que les communautés, en fait, il faut à un moment donné qu'elles vous appartiennent. Donc, il faut aller choper des adresses email. J'ai vu que Caroline ce matin disait « Je sors ma newsletter sur WhatsApp » parce qu'on peut passer maintenant à 1000 personnes dans un groupe WhatsApp. C'est juste dingue. Il y avait Telegram. Enfin, voilà, chacun un peu a son support pour rendre sa communauté un peu propriétaire. Un accès sur Slack, un Discord, un Telegram, une newsletter. Enfin, voilà, vous pouvez choisir en fonction de votre fit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette étape-là, c'est super important que vous sortiez des réseaux sociaux des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et qu'elles vous donnent de la force et que vous puissiez par la suite travailler en totale synergie. C'est ça une communauté. C'est de leur poser des questions. Qu'est-ce que tu aimerais d'autre? Je suis en train de créer un nouveau concept. Ça vous intéresse pas? De pouvoir sonder en fait un peu sa communauté et d'avancer avec elle. J'ai mis un logiciel qui s'appelle Orto. Personne connaît. C'est pour ça que je l'ai mis. À l'époque, ça s'appelait Autopilot. Moi, c'est ce que j'utilise pour en fait faire toute la partie marketing automation, donc les newsletters. Voilà, tout simplement. Et ensuite, la dernière étape, et c'est une étape qui est assez importante quand on est créateur, parce qu'on peut passer son temps sur les réseaux. C'est super cool, mais à un moment donné, il faut le monétiser. Le temps, c'est de l'argent. Donc, vendre des produits digitaux, des formations, etc., c'est important. On est là pour, je vous rappelle le sujet, c'est développer son business, trouver des clients. Et bien, quand on est créateur, on passe 80% de son temps sur les réseaux sociaux à raconter ce qu'on fait. Mais on se dit, mais t'es un influenceur ou quoi? Donc, typiquement, non, moi, je ne vends pas l'eau de mon bain. Mais par contre, effectivement, j'essaye de monter des méthodologies et j'essaye de les vendre en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à cette étape-là, et c'est certainement une étape qui est assez difficile quand on est créateur. Si vous êtes créateur first, donc ça veut dire que vous pensez entrepreneur créateur avant d'être je vends mon expertise, etc. Je suis designer, je suis développeur, etc. Ça, c'est une étape qui est assez difficile parce qu'à un moment donné, il faut se dire ok, il faut que je monte un tunnel de vente, des fois, il faut que je fasse de la publicité en ligne. En fait, il faut que je mette un peu de marketing dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et quand on est créateur, on crée du contenu. Mais des fois, on ne sait pas faire du marketing, des tunnels de vente, etc. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous appuyer sur des outils comme Podia, très facile. Vous le mettez en place en 5 minutes, vous branchez un système de paiement derrière et automatiquement, vous pouvez vendre des choses. Donc, ça peut être en fait, hey, je sors en fait les 10 astuces pour développer votre compte Instagram. Voilà, tout le monde le fait, mais ça marche encore. Enfin, toutes ces choses-là. Pour vous montrer,
il n'y a pas que les infopreneurs et les arnaqueurs, en tout cas, qui vendent leur formation. Il y a une slide qui n'est pas passée. Excuse-moi. On va être vraiment très pris par le temps. On va être obligé de conclure. Je suis désolé. Yes. Donc en gros, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé dans l'étape créateur de vendre des choses bullshit, en fait, dans mon cas, par exemple, j'ai monté une plateforme qui permet de référencer différents experts sur leur thématique et de dire, si tu es entrepreneur, tu vas sur la plateforme Le Shot et tu vas prendre le module adapté à ton besoin du moment. Donc voilà. Et ça, c'est typiquement un projet qui permet de scaler son business, donc de le développer. Et voilà, c'est fini. Bravo Fabien, on peut l'applaudir bien fort. Quel exploit en si peu de temps. Je remercie aussi Clément pour votre intervention. Je vous donne quelques informations pour la suite. On va faire une petite pause de 5-10 minutes. Après, on me demande si vous pouvez décaler un petit peu les chaises parce qu'on est très serré. Il y a encore des gens qui arrivent et qui sont debout. Comme ça, au moment de la pause, on va pouvoir permettre pour le prochain talk que les gens puissent s'asseoir. Je vous dis aussi que vous pouvez déjeuner ici, qu'il y a un déjeuner qui est prévu pour vous. Parce que je crois que ce n'était pas clair pour tout le monde. Et je rappelle les ateliers de la journée. Enfin, ce sera yoga, ce sera aussi escalade, évidemment. Et puis, il y aura du coaching individualisé qui sera proposé dans l'après-midi. Voilà, petite pause. Merci beaucoup. Merci à tous. Et pour rappel, je suis là, par exemple, jusqu'à 22h. Donc, s'il y a des questions, etc., pas de problème.